Bonjour et bienvenue à notre série de webinaires Repenser les soins longue durée. Je suis Neil Dreimer, je suis directeur du programme Innovation en santé à Excellence en santé Canada. Mes pronoms sont masculins. Je suis ravie d'être votre hôte aujourd'hui. Je voudrais reconnaître que ESC honore les territoires traditionnels sur lesquels nos partenaires, notre personnel vit, travaille, se divertit. Nous reconnaissons que le mode de vie dont nous profitons aujourd'hui est le résultat des soins et des sacrifices des habitants originels de ces territoires. Nous devons nous engager à ne pas répéter les erreurs du passé et nous devons travailler en vue de relations plus respectueuses, plus équitables avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Reconnaître ces territoires et les gardiens originels de ces terres, c'est une responsabilité essentielle de notre organisation et cela fait partie de notre engagement envers l'effort de vérité et réconciliation. Et en lien avec ça, je voudrais vous accueillir et en vous disant que je m'exprime moi-même depuis Ottawa, qui est sur le territoire traditionnel non cédé des Algonquins. Nous reconnaissons et nous apprécions, nous comprenons les liens historiques qui nous lient à cet endroit. Et je vous invite de votre côté à nous dire d'où vous vous connectez aujourd'hui. Vous pouvez le faire dans la boîte de dialogue. Je voudrais également mentionner que nous sommes ravis aujourd'hui de vous proposer une interprétation simultanée en français pour ce webinaire. Si vous souhaitez entendre la voix de l'interprète, sélectionnez Français dans le bouton, le menu Interprétation au bas de votre écran. Et nous vous invitons également à poser vos questions, à faire des commentaires lorsque vous le souhaiterez pendant le webinaire, soit en anglais, soit en français. Vous pouvez le faire en utilisant la boîte de dialogue, la boîte de clavardage et qui, là encore, est accessible au bas de votre écran. Et on passera un peu de temps en fin de webinaire afin de pouvoir répondre à autant de questions que possible pendant la session questions-réponses qui est prévue donc à la fin. Je voudrais également vous dire que si vous avez besoin d'aide à tout moment pendant ce webinaire, vous pouvez vous adresser à notre soutien technique en utilisant le clavardage. Cette session est enregistrée et sera disponible sur notre site Internet au cours des prochains jours afin que vous puissiez la visionner à nouveau ou la partager avec des collègues qui ne sont pas présents aujourd'hui. Je vais à présent euh, que vous présenter notre oratrice, qui est la raison pour laquelle vous êtes tous là aujourd'hui, Dr. Carol Estabrooks de Translating Research in Elder Care, qu'on connaît également par le sigle TREC, appliquer les recherches aux soins aux aînés. Et elle va nous parler donc de santé mentale, de bien-être, de stratégie bien-être pour le personnel soins longue durée. Dr Esther Brooks est chercheuse en service de santé. Elle est titulaire d'une chaire de recherche du Canada en justement sur l'application des recherches aux soins aux aînés. Elle est directrice scientifique du programme pan-canadien de recherche longitudinale. Elle a reçu de nombreux prix, de nombreuses distinctions, notamment l'Ordre du Canada, le prix Betty Havens. Elle est également membre de la Société royale du Canada, de l'Académie canadienne de sciences de santé, de l'Académie américaine des infirmières et des infirmiers et de l'Académie canadienne des infirmières et des infirmiers. Elle est donc experte dans son domaine et nous sommes ravis que Dr. Estabrook soit avec nous aujourd'hui. Un petit rappel, n'hésitez pas, hein, si vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez les poser dans la boîte de clavardage pendant le déroulement du webinaire. Et je passe maintenant la parole au Dr. Estabrook. Alors, je crois que vous êtes en sourdine, Dr. Estabrook. Voilà. Je... Ça fait seulement 4 ans hein, que je travaille sur Zoom et sur Teams, mais voyez, des petits rappels, c'est quand même utile. Merci beaucoup, Neil.
Et merci à ESC et à tous les participants aujourd'hui. Moi, je me trouve sur le territoire du traité 6, qui est le territoire traditionnel de nombreuses Premières Nations et nations métisses. Donc, bienvenue depuis le traité 6. Je vais parler aujourd'hui de la santé mentale et du bien-être. Et je vais parler donc de ça de façon générale et de l'environnement de travail dans lequel travaille le personnel de SLD. Et puis ensuite, je vais vous parler d'une étude que l'on a menée pendant la pandémie en réaction à un certain nombre d'éléments qu'on avait notés dans nos données. Alors, je ne contrôle pas les diapositives. Je vais peut-être devoir prendre un petit Valium avant que ça soit terminé. Alors, ça, c'est une question importante. Qui est en charge de la santé mentale? C'est le travail de qui? C'est une question qui est complexe et chaque personne est exposée à des facteurs situationnels, génétiques, environnementaux qui représentent un risque plus ou moins grand. Par exemple, euh, le TSPT, le trouble de stress post-traumatique, en général, dans la population générale, est de 9%. Et en fait, étant donné les conditions dans lesquelles travaille le personnel en soins longue durée, le TSPT est probablement bien plus élevé. Et avant la pandémie, on s'est rendu compte qu'on avait des conditions structurelles qui affectaient, et c'est encore le cas, la santé mentale, le bien-être des personnels à tous les niveaux. Alors, qu'est-ce qu'on entend par conditions structurelles? Bien, ce que j'ai étudié moi depuis des années, c'est l'environnement de travail, l'environnement dans lequel on travaille. Et qu'est-ce qu'on peut modifier pour créer un environnement beaucoup plus positif? Et c'est les conditions de travail, ce sont les conditions de soins. On ne peut pas avoir un personnel qui soit en bonne santé si on n'a pas un environnement de travail qui lui-même est approprié et sain. Et au-delà de ça, vous le savez aussi bien que moi, on a eu une pandémie qui a particulièrement touché les soins longue durée à cause de la population dont on s'occupe, mais également à cause parce qu'il y avait justement ce déficit structurel avant même la pandémie. Je vais vous montrer quelques diapositives ici qui montrent donc des preuves empiriques sur l'environnement de travail. On travaille là-dessus depuis des années. Et donc là, ce sont des indicateurs qui sont bien connus, très utilisés. Et sur tous les groupes, dans tous les groupes sur lesquels on s'est penché, on s'est rendu compte ici que donc le bien-être, les scores de bien-être physique et mentaux étaient plus élevés lorsqu'on avait un environnement de travail plus positif et qu'ils se dégradaient dans les environnements moins favorables. On s'est rendu compte également que les processus de soins sont en général meilleurs dans les environnements favorables. Donc ça, c'est une diapositive qui montre les problèmes de soins. Et il y a moins de problèmes lorsque l'environnement est favorable. Enfin, ça montre bien ce qu'un personnel est capable d'accomplir dans un environnement favorable et évidemment, ça a une répercussion sur la qualité des soins. Et donc, ce n'est pas le personnel, hein, c'est vraiment des processus de soins. Bon, ces diapositives, ces deux graphiques vous montrent des résidents dans les 12 derniers mois de leur vie. Donc les 12 derniers mois, donc 12 mois, 9 mois, etc. Et plus on s'approche de la fin de la vie, plus les symptômes augmentent. Mais ces symptômes sont modifiables, pas entièrement, mais très largement. Et on voit que les symptômes augmentent à partir de 12 mois avant la mort jusqu'à la mort, mais lorsqu'on a
considéré les résidences dans lesquelles se trouvaient les patients, on s'est rendu compte que les environnements verts, qui sont plus favorables, euh, dans ces environnements-là, les patients montraient des symptômes moins, euh, moins lourds. Donc ça montre que euh, au lieu d'uniquement parler aux gens des lignes directrices, des règles, etc., on s'est rendu compte en tant que chercheur qu'on pouvait se pencher vraiment sur l'environnement de travail et que ça avait des répercussions sur les soins. Alors là, ça ne touche pas uniquement à l'environnement de travail, mais on parle ici d'épuisement professionnel. Ce sont des échelles qui sont utilisées dans de nombreux environnements professionnels et c'est ce qu'on utilise. Elles sont utilisées depuis 2007. Je vous montrerai une autre mesure un petit peu plus tard qu'on utilise aussi. Donc là, c'est un inventaire d'épuisement professionnel. Il y a trois, trois niveaux et on a donc cynisme, épuisement émotionnel et tout ça contribue à l'évaluation de l'épuisement professionnel. Et les infirmières, tout le personnel médical, en général, ils ont le sentiment que leur travail est important et a du sens, et ça permet probablement d'agir comme un tampon contre l'épuisement professionnel. Parce que il y a eu une enquête qu'on a menée quelques semaines avant la fermeture des maisons de retraite en 2020, au tout début de 2020, en février 2020. Et les trois dernières barres, c'est avant la pandémie. Et les trois du haut, dans ces deux graphiques, c'était en 2021, pendant la pandémie. Et vous voyez que il n'y a pas eu énormément de changements, un tout petit peu, et les infirmières, pour les infirmières, ça n'a pas beaucoup changé. Mais pour les gestionnaires, là, ça a beaucoup changé. Et ça suggère que les infirmières, le personnel dans les maisons de retraite avait déjà des niveaux d'épuisement professionnel avant la pandémie, qu'ils ont été donc plus résilients, euh, ce qu'on voit dans les mesures. Mais lorsque ça se déplace autant au niveau des gestionnaires, alors là, évidemment, c'est inquiétant. Et on s'est euh, rendu compte de cela avec les, les deux études. Et lorsque je me faisais des webinaires avec les gestionnaires, justement, parfois ils éteignaient leur caméra parce qu'ils avaient besoin de pleurer parce qu'on ne les voit plus. Et notre gouvernement en Alberta est sensible à ça et essaye de trouver des façons d'aider notamment les gestionnaires. Alors ça, c'est quelque chose qui a été fait à la fin de 2021. Ce n'est pas un outil diagnostique, c'est un outil de dépistage. Donc, dans la zone rouge, les gens ont été dépistés positivement, ce qui veut dire qu'ils ont besoin d'un suivi santé mentale. Mais souvent, les gens qui ont un TSPT fonctionnent normalement, du moins en apparence. Donc, si vous êtes dans le rouge, ça ne veut pas forcément dire que vous ne pouvez plus fonctionner normalement, ça veut dire simplement que vous souffrez beaucoup et que ça affecte votre santé. Donc, c'est le genre d'outil qui peut vous aider à faire du dépistage. Quelqu'un qui aurait des cauchemars, qui aurait un problème de gestion de sa colère. Et environ un tiers du personnel qu'on a observé en soins longue durée a été dépisté positif. Et c'est assez cohérent.
avec ce qu'on a pu constater pendant la pandémie dans tous les établissements de soins longue durée. Et ça signifie également dans d'autres établissements de soins. Et ça montre bien les niveaux élevés et inquiétants de problèmes de santé mentale dans les établissements de soins longue durée. Et pour certains groupes, ça pourrait être pire que ce que l'on pense, mais on ne on décide, on choisit de mesurer certaines choses. Donc, on ne sait que, on ne peut connaître que ce que l'on mesure. Mais pour moi, ce que l'on a constaté, c'est inquiétant, mais ce n'est pas encore une urgence parce que ça fait 2 ans que la pandémie est terminée. Il faut voir si la tendance se prolonge, si elle empire ou si elle s'améliore. En théorie, en théorie, maintenant que la pandémie s'éloigne, ces scores devraient s'améliorer. Et ça m'amène à la dernière diapositive avant l'étude dont je vais vous parler. On parle beaucoup d'approches tenant compte des traumatismes, hein, des approches, des cadres. Euh, C'est fait partie des normes de soins longue durée. Il y a de nombreux sous-critères qui parlent des besoins en termes de cadre tenant compte des traumatismes, et c'est quelque chose que l'on retrouve un peu partout. Et on peut avoir une approche de ce type, tout comme on peut faire, on peut le mettre dans les déclarations d'intention. Mais si on veut vraiment avoir une approche tenant compte des traumatismes et des soins tenant compte des traumatismes, il faut le prendre au sérieux. C'est pas simplement pour le personnel qui travaille en première ligne. Il faut que ça se passe au niveau provincial et au niveau de l'organisation. Toutes les organisations n'ont pas forcément besoin de développer leur propre cadre, mais il faut avoir une approche au niveau du système qui intègre ces principes. Et c'est vrai que c'est facile à déclarer en général, mais c'est beaucoup plus difficile à appliquer. Mais l'idée étant d'avoir un environnement qui prenne en compte les traumatismes, l'histoire traumatique des gens et qui utilise des interventions étayées par la neurobiologie pour aider les personnels et les patients. Et souvent, le personnel a besoin d'aide avec leur expérience de la COVID-19 et également avec des choses que la COVID-19 a pu faire ressurgir et qui existaient déjà dans leur passé. Et un objectif de cette approche, c'est d'éviter de re-traumatiser les gens. Ça, ça a l'air simple, mais ce n'est pas simple du tout. Et beaucoup de ce qu'on fait en soins longue durée et dans d'autres cadres, ça peut retraumatiser les gens. Ne serait-ce que d'aller dans un établissement de soins longue durée, ça peut redéclencher des choses. Et on travaillait avant la pandémie justement sur des approches tenant compte des traumatismes parce que on travaillait avec des psychiatres, des neurologues qui pensent que il y a parfois des personnes qui souffrent de démence qui expriment des TSPT agressifs. Enfin, on les classe dans la démence, mais en fait, ils ne font qu'exprimer un trouble du stress post-traumatique de façon très forte, très lourde. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher un peu, fouiller dans l'histoire des gens. Parfois, il y a des réticences à faire ça. Ce n'est pas toujours simple, mais il existe des ressources pour aider à cela. Et ce sont de très bonnes ressources. Il y a un groupe à Buffalo qui fait un très bon travail, un autre groupe, notamment aux États-Unis, parce que ça fait un petit moment qu'on travaille là-dessus aux États-Unis. Donc, on ne vous demande pas de réinventer la roue. Et tout ce que j'ai dit,
Ça va m'amener à ce dont je veux parler à présent, qui est donc cette étude, résilience du personnel. C'est une étude qu'on a faite de façon un petit peu inhabituelle pour nous. On était en pleine pandémie, on était en train de collecter des données, on a parlé aux parties prenantes et on s'est rendu compte que le personnel avait beaucoup de mal. On les interrogeait et on s'est rendu compte qu'il y avait des difficultés. On voulait faire quelque chose face à ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est développer une étude respiratoire, une étude courte. Et si vous êtes chercheur, euh, donc c'est une étude qui a été financée par Excellence en Santé Canada et les services de santé de l'Alberta, une subvention qui a été octroyée aux services de santé de l'Alberta. Alors, l'intervention concerne la cohérence cardiaque. On respire tous, donc ça rend le début assez difficile, mais les professeurs de yoga, de pilates savent que ce n'est pas nouveau. Il y a toutes sortes de techniques de respiration qui existent. Et ce qu'on a fait, c'est se pencher sur une technique qu'on connaissait un petit peu, qui est appuyée par les psychiatres travaillant sur le traumatisme. C'était simple et on l'a présenté au personnel. Toutes les techniques de respiration sont une variation de ça. Ça calme le système nerveux. Bon, je ne vais pas parler du mécanisme, mais en accroissant le système parasympathique et en ralentissant le système sympathique. On a utilisé la théorie polyvagale, mais on peut utiliser autre chose. Il y a plein d'autres façons de faire. Si si le système parasympathique et si les systèmes parasympathiques et sympathiques sont en équilibre, on va se calmer et libérer de bonnes hormones de stress. Il s'agit donc d'inspirer profondément pendant 4 à 6 secondes selon le confort, de gonfler son abdomen et puis d'expirer lentement pendant 4, 5, 6 secondes en creusant le ventre. Et on leur a demandé de faire ça au départ 1 à 2 minutes par jour, parce que c'est pas si facile, hein. On pourrait croire que c'est facile, mais certaines personnes trouvaient ça très difficile. Et à partir de 1 à 2 minutes par jour, on est passé à 10 minutes et on leur a demandé de pratiquer 5 jours par semaine. Alors, si vous aimez les visuels, moi j'aime bien. Voilà quelque chose qui montre bien. Donc, on a d'abord fait une petite formation rapide sur ce que c'est que le stress, ce que c'est que la respiration. Ensuite, 8 semaines de cohérence cardiaque et la collecte des données finales. On avait 2 groupes. En fait, on avait cette idée qui s'est révélée assez fausse que si on divisait notre grand groupe en deux, que l'un des deux respirait et que l'autre utilisait un appareil de rétroaction biologique, on verrait une différence. En fait, il n'y a pas eu de différence. Et l'étude a été menée de février à septembre 2022 pour nous et dans de nombreuses instances. 2022, ça a été l'année la plus meurtrière en termes de euh, morts liées au Covid. Vous savez hein, que la pandémie ne s'est pas arrêtée en 2022. D'ailleurs, elle n'est toujours pas finie. On est toujours en train de vivre avec la pandémie. On avait 356 participants de 30 établissements au début de l'étude. C'est un bon échantillon. Il s'agissait de personnel soignant, infirmier. Au départ, ça devait être juste ça, mais il y a eu des gestionnaires qui ont demandé à participer. Donc, on a dit oui, bien sûr. Et on a eu 254 personnes qui ont euh, fini, ils sont allés au bout de la recherche. Si ça vous intéresse. Donc, sur la droite, c'est ce qu'on a mesuré. Le stress, l'anxiété, on s'est dit que c'était lié à la respiration, que la respiration pourrait aider. Il y avait d'autres choses dont on était moins sûr. Et à gauche, on a fait une liste de facteurs qui, d'après nous, pouvaient avoir un impact sur le résultat. Bien sûr, l'ethnicité, le sexe, l'âge.
la tâche quotidienne, les tâches quotidiennes, les heures de travail, les habitudes qui pouvaient être préexistantes. Ici, une diapositive qui n'est pas forcément facile à comprendre, ça fait partie d'un tableau qui dit que tout ce que l'on mesure, à part la compassion, la satisfaction, s'est amélioré entre le début et la fin de l'étude. Donc en 8 semaines, les gens qui avaient tenu pendant toute la recherche ont connu une amélioration de leurs mesures de stress, anxiété, dépression, résilience, insomnie et compassion. Euh, L'usure de compassion qui peut mener à l'épuisement professionnel. On n'attendait pas une amélioration aussi conséquente dans tant de domaines, mais c'est ce qu'on a constaté. Alors, ce n'est pas une étude randomisée, une étude clinique randomisée, c'était simplement des résultats avant, après, sans groupe de contrôle. Et il y a d'autres facteurs, évidemment, qui ont pu interférer pendant ces 8 semaines. On ne savait pas parce qu'on n'avait pas de groupe de contrôle et ça ne faisait que 8 semaines. Et c'est peut-être lié au fait que la pandémie s'est améliorée, peut-être, mais en tout cas, vu le bon échantillon qu'on a eu, on est assez confiant quant aux résultats. Mais ce n'est pas un RCT, une étude clinique randomisée. Voilà, il faut le savoir, c'est la limite de l'étude. Mais quand même, on a trouvé que les résultats étaient vraiment intéressants. Donc, on n'a pas constaté de différence entre les deux groupes, hein, ceux qui avaient un retour d'appareil, qui utilisaient un appareil et ceux qui n'en utilisaient pas. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que, en fait, la technique peut être très simple à utiliser. Ça, c'est une autre façon de vous présenter les données. Moi, j'aime bien les images plus que les tableaux et ça reflète le fait que certains groupes ont connu plus d'améliorations que d'autres, notamment les gestionnaires. Euh, c'est voilà, hein, c'est simplement donc une autre façon de présenter les résultats. Donc, par exemple, il y avait 6% de gestionnaires en moins dans la zone rouge pour ce qui est de la dépression. Même chose ici pour l'usure de compassion qui était liée, qui est parfois liée aux troubles de stress post-traumatique et qui, en général, mène à l'épuisement professionnel. Donc, on voit que chez les infirmières, l'amélioration n'est pas si évidente, mais qu'elle est plus importante chez les gestionnaires. Et voilà ici l'échelle d'épuisement professionnel. Et là encore, on voit qu'il y a eu des améliorations, moins d'épuisement professionnel après l'étude respiratoire, l'étude de respiration. Alors, je vais parler un peu de la procédure d'évaluation des résultats. Alors, on était très inquiets parce que on se disait qu'on aurait un fort taux d'attrition et qu'on ne pourrait plus rien mesurer. Donc, on a travaillé sur la procédure d'évaluation des résultats qui permet d'évaluer les choses de façon qualitative. Pourquoi est-ce que certains n'ont pas fini l'étude? Qu'est-ce qui s'est passé? On leur a fait tenir des journaux de respiration, on a fait des groupes de travail, des petits questionnaires également très courts pour suivre tout ça. Et voilà un certain nombre de motifs de retrait de l'étude. Il peut y avoir des problèmes techniques, le fait que les gens ont l'impression que ça leur prend trop de temps, notamment dans le groupe qui utilisait l'appareil de retour biologique. Autres engagements aussi, c'était une raison fréquente.
Et ça, c'est ce dont ils ont parlé de façon indépendante des mesures. Ils ont dit qu'ils avaient un meilleur sommeil, qu'ils se sentaient plus relaxés, meilleures interactions avec les autres, diminution du stress et de l'anxiété et de leur bien-être. Et puis, ils ont expliqué qu'ils commençaient à utiliser ces techniques de respiration dans toutes sortes de contextes, pas forcément uniquement professionnels. Et ils ont adapté la technique pendant le travail, avant le travail, avant d'aller se coucher, après, quand je finis le travail. Et on a un témoignage qui dit qu'elle a elle a utilisé cette technique pour passer l'examen de l'ordre des infirmiers, des infirmières. Donc le fait qu'ils utilisent, ils ont commencé à utiliser la méthode respiratoire environ 5 semaines après le début de la recherche. Et c'est ce que l'on voit dans leur journal. Et ils ont commencé à se sentir mieux à peu près à ce moment-là, à 5 semaines. Et ils se sont dit à ce moment-là, ah bah tiens, je peux peut-être utiliser cette technique dans d'autres contextes. Alors, il y a eu également des effets positifs inattendus. Et celui du haut est très intéressant. On savait que, alors, l'une des raisons pour lesquelles on a mené cette étude avec le personnel, peut-être pas la raison principale, mais c'était qu'on savait que on peut faire ce type d'intervention avec des patients qui souffrent de démence. Mais on sait également que les gens se co-régulent, les mammifères se co-régulent. Si la personne qui est en face de vous ou l'animal qui est en face de vous est calme, vous allez être calme. C'est une espèce de lien mental. Être face à une personne calme, ça vous aide à réguler votre propre système nerveux. Donc, on savait que si le personnel était calme, s'ils arrivaient à s'autoréguler, à se sentir mieux, ça aiderait les résidents à un certain point, du moins, à se réguler. C'est une réponse physiologique. Ce n'est pas cognitif. Et donc, le fait de pouvoir se calmer soi-même aide les résidents à se calmer. Et on voit bien donc dans les témoignages ce que ça donne. Alors ça, c'est d'après un gestionnaire qui dit, nous avons pensé à intégrer ces techniques à nos séances de débriefage. Chaque fois qu'un code est déclenché dans l'établissement, soit pour une altercation, une agression, etc., il y a un débriefage. Et pour calmer tout le monde, on commence par une séance de correction, de cohérence cardiaque. Donc, ils ont intégré ça dans leur processus de travail et c'est vraiment quelque chose qui est devenu très positif. Et un autre on voit un autre témoignage qui montre que les gens en parlent autour d'eux, leurs enfants, leurs familles, leurs amis, etc., parlent de cette technique. Donc, on est maintenant dans les dernières étapes. Et bon, moi, je suis un peu sceptique pour ce qui est des boîtes à outils, parce que si on les laisse sur l'étagère, ça ne sert à rien. Mais pour moi, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Nous, ce qu'on développe, c'est une boîte à outils autodirigée pour le personnel. On veut vraiment que ça soit très simple. On a développé un certain nombre de choses à partir de notre étude. On teste, on demande est-ce que c'est trop, pas assez, est-ce que vous aimez les vidéos, etc. Et on fait valider. Donc, on va faire valider ça auprès de personnel de 3 ou 4 établissements. On va travailler avec les gestionnaires, avec le personnel, et ce sera pour tout le personnel, hein. Et 4 semaines après, on voudrait faire des groupes de discussion, demander aux gestionnaires de nous aider afin de savoir si c'est une bonne boîte à outils, mais aussi afin d'obtenir des signaux. Parce que dans certains, on veut savoir à quel point les gestionnaires vont avoir besoin de pousser cet outil pour qu'il soit adopté ou si l'outil va être facile finalement à présenter au personnel.
Parce que souvent, c'est le cas avec les boîtes à outils. Il faut les présenter, amener les gens à les utiliser. C'est ça qu'on voudrait voir. Comment on peut amener les gens à l'utiliser. Et donc, on a mené tout ça pendant la pandémie de Covid-19 et avec un besoin énorme. Et je pense que l'idée, ça va être d'amener les gens à suivre cette technique pendant 5 semaines au moins, parce qu'on s'est rendu compte que c'était à peu près ça qu'il fallait pour en ressentir les bénéfices. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que ça a été utile. Je voudrais finir en disant que je pense que plus on utilise des données pour trouver des solutions, euh, mieux c'est. Mais les solutions, ça peut être parfois des choses très simples qu'on met en place de façon précise, minutieuse, qu'on évalue. Et nous, chercheurs, nous travaillons beaucoup avec les données et les données peuvent aider justement à mettre en place des interventions basées sur des données, mais qui n'ont pas forcément besoin d'être compliquées. Merci beaucoup. Il reste du temps pour les questions. Merci beaucoup pour votre patience. Merci à vous, Dr. Esther Brooks. Merci à votre équipe pour la présentation. Et comme vous l'avez dit, vous avez parlé des interventions faciles, les fruits faciles à cueillir. C'est un très bon exemple que vous nous avez montré, quelque chose de très concret. J'ai pas envie de dire simple, mais disons assez facile à mettre en place et qui visiblement a un impact très positif sur le personnel. Alors, on a effectivement beaucoup de questions qui nous sont déjà parvenues et j'encourage les gens à continuer à envoyer leurs questions dans le clavardage. Je vais peut-être commencer. J'ai un certain nombre de questions, mais je ne vais pas toutes les poser. Ma première question, on la retrouve dans l'auditoire. Vous avez mentionné des résultats qui ont été surprenants. De votre côté, qu'est-ce qui a été le plus surprenant? Ben, moi, comme j'étais chercheuse sceptique, j'étais surprise que les gens suivent l'expérience suffisamment longtemps pour en ressentir les effets. Et ce seuil de 5 semaines, j'avoue que je ne pensais pas que autant de gens arriveraient à ce palier. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant parce que c'était intéressant de le savoir pour impliquer les gestionnaires. Oui, oui, beaucoup d'intérêt pour une participation qui doit être continue, effectivement. Alors, première question de l'auditoire, c'est lié aux premières diapositives que vous nous avez montrées, les données et les liens entre un environnement de travail positif et un personnel en santé. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles euh, dans les répondants qui seraient peut-être hésitants à participer parce qu'ils peur d'être stigmatisés ou peur pour leur travail? Ça rejoint la première partie de votre travail. Non, ça n'a pas été abordé. On collecte des données depuis longtemps et de temps en temps, on a quelqu'un qui a peur des répercussions et parfois on discute avec eux pendant 20 minutes et ils, euh, ils ont peur parce qu'ils disent que leur gestionnaire va les chercher. Mais c'est rare. En tout cas, on n'a jamais rencontré ce problème pour ce qui est de peur d'être stigmatisé ou d'avoir des problèmes dans son travail.
Moi, je ne montre les données que de façon très agrégée et on fait vraiment attention. Euh, on fait en sorte que les participants ne puissent pas être identifiés parce qu'on a plein d'informations démographiques sinon qui pourraient permettre d'identifier les répondants. Donc, on fait très attention à ça et on on explique aux gens comment on va utiliser les données. Je me souviens d'une fois où des données ont été utilisées de façon punitive et ça nous a pris 18 mois à réparer les choses. Mais c'est très rare, très rare. Moi, je fais des recherches depuis 30 ans et ça s'est présenté, le problème s'est présenté une seule fois. La plupart des parties prenantes avec lesquelles on travaille, ce qu'ils veulent savoir, les gestionnaires, c'est comment vont être utilisées ces données et qu'est-ce que ça peut leur apporter, qu'est-ce qu'elles signifient, etc., etc. Merci. Alors, encore une fois, lié au début de votre présentation, lorsque vous avez parlé d'environnement de travail favorable, quelques questions autour de ça. Comment est-ce que vous définiriez, mesureriez ça? Est-ce que vous penchez, par exemple, sur des politiques organisationnelles, le ratio personnel-patient, l'absentéisme, etc. Oui, alors il y a plein de façons de mesurer. Nous, on inclut euh, certaines des choses de ce que vous avez dites, mais on est sur une mesure au niveau de l'unité. On a un outil en Alberta, le Alberta Context Tool, qui mesure 10 points. Et pour obtenir le rouge, le vert, on rassemble les données, on les rassemble en deux catégories. Donc, on mesure le leadership, de la façon dont la hiérarchie fonctionne, la culture. Est-ce que, par exemple, on a des données et ensuite on a un retour? Enfin, est-ce qu'on a un retour sur ce qu'on fait? On a des questions sur des ressources, des questions sur les tampons qui existent dans, qui existent dans leur travail. Est-ce qu'il y a de la communication informelle? Est-ce que les aides-soignants sont impliqués dans les décisions qui sont prises dans l'établissement? Donc voilà, c'est tout un ensemble de mesures qui viennent d'un modèle de mise en œuvre qu'on a pris à partir d'un outil qui venait du Royaume-Uni et qui permet de d'évaluer l'environnement de travail. C'est très utile et j'imagine que cet outil, le Alberta Context Tool, c'est quelque chose qui est publiquement disponible, que les gens peuvent retrouver. Alors, lié à ça, vous avez parlé de facteurs modifiables. Est-ce que vous avez des idées? Je pense que c'est le Graal, évidemment, de beaucoup d'organisations. Améliorer les choses en soins longue durée, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui serait facilement modifiable et qui pourrait justement apporter des bénéfices euh, rapides? Alors, on essaye, pas toujours avec succès, mais on essaye vraiment de ne mesurer que des choses qui peuvent être modifiées et qui pourraient justement être utilisées par quelqu'un pour modifier les choses.
Alors, est-ce que l'épuisement professionnel, c'est modifiable? C'est dur parce que c'est un état chronique, mais oui, c'est modifiable. Pour moi, quels sont les fruits les plus bas en soins longue durée? Je dirais que le bon nombre de membres de personnel, c'est ça qui est essentiel. Je sais qu'on ne peut pas faire grand-chose s'il n'y a pas assez de personnel et si les gens travaillent trop. Et comment comment mesurer ça? On peut faire mener des études au sein des équipes. L'idée étant vraiment d'aller au contact des travailleurs de première ligne, de mettre en place des mesures simples et concrètes et de mettre en place du travail d'équipe. Lorsqu'on parle au personnel, on a mis en place des groupes de discussion sur l'environnement de travail. On leur a demandé ce qui était le plus important et ils ont dit c'est le travail d'équipe. On peut travailler avec moins de personnel s'il y a un bon travail d'équipe. Donc, le bon nombre de personnel et le travail d'équipe. C'est pas forcément facile à obtenir, mais c'est quelque chose qui est concret, qui est atteignable. Et dans beaucoup d'organisations de soins longue durée, il y a une grande diversité raciale, des gens qui viennent de toutes sortes de pays, souvent des femmes qui souvent sont au bas de la hiérarchie, qui ne sont pas assez formées pour s'occuper des gens très complexes dont elles doivent s'occuper. Donc, c'est pas facile dans ce contexte de mettre en place un travail d'équipe, mais c'est possible. Et le travail d'équipe, ça commence par des choses très simples. Euh, on travaille ensemble. Comment bien travailler ensemble? Comment se respecter les uns les autres? Est-ce qu'on a de l'autonomie? Est-ce qu'on a la possibilité de participer dans la conduite de notre travail? On ne n'étudie pas de façon générale les questions de race et d'ethnicité, mais on a posé des questions récemment qui nous montrent que on a une très grande diversité euh, dans les organisations de soins longue durée et que souvent, il y a des remarques très agressives euh, liées à la race qui peuvent venir des patients qui souffrent évidemment souvent de démence, mais ça affecte quand même les aides-soignants. Et beaucoup. Et puis, c'est vrai qu'il faut et aussi que les infirmières prennent mieux en compte le travail des aides-soignants. Donc, on a tous beaucoup de travail à faire à tous les niveaux, mais les aides-soignants font vraiment la plus grosse part des soins directs. Bon, je me perds, mais ce que je voulais dire, c'est voilà, le travail en équipe, c'est essentiel. Et moi, quand j'ai été formée en tant qu'infirmière, on m'a appris que on m'a appris les soins de base que je devais faire, mais ça ne veut pas dire qu'en tant qu'infirmière, je ne peux pas aller un petit peu au-delà de ma tâche et aller voir un peu ce qui se cache derrière. Oui, le message clé, hein, c'est que le travail d'équipe, hein, c'est quelque chose sur lequel on peut se centrer. Et ce qui est peut-être lié lorsque vous parlez d'initiative et d'intervention, vous avez parlé de soins axés, prenant en compte le traumatisme. Quel type d'initiative et d'intervention en soins longue durée avez-vous constaté ou peut-être de quoi avez-vous entendu parler qui pourrait justement aller vers une approche prenant
en compte les traumatismes. Um, I think in this country, Je pense que dans specific ce pays, to older adults who lived through the Holocaust, there's no doubt that the notamment West has some euh, of the most advanced practices. And in euh, fact, où on a des gens qui ont vécu there's no doubt l'Holocauste, in my mind that some il of n'y the a health and aucun social groups doute and que veterans have on a very des organisations concentrated qui on ont des trauma-informed care. vétérans, des Most survivants de research in l'Holocauste trauma-informed et care qui focuses travaillent on Holocaust comme ça survivors and veterans depuis focusing on des années, important même groups s'ils n'appelaient pas like encore mental ça health care and there's almost nothing, prendre en there's nothing charge le focused on traumatisme, long-term tenir care. compte du traumatisme. What I'll call, it's not regular, but I'll call regular trauma, the things that happen to you in your life, Mais near-death experiences, en dehors de ça, sudden death event, il n'y a pas traumatic vraiment events, d'approche accidental, systématique dans traumatic les childhood, centres de soins longue durée. Tout ce trauma. qui, les So événements I think there's qui, so much work to do. il y a plein de gens qui ont vécu des Specific to traumatismes generations pendant ago, leur vie. there's been a lot of work. I Il think y we a have to toutes do sortes better de at citing traumatismes. best practices. Euh, In Alberta, I've mais seen en similar Alberta, moi, j'ai reforms vu des in regions personnels très bien by formés cities dans des that unités ou des centres specializing in mental health. qui étaient spécialisés en Trauma, santé mentale. On there's a leur whole parle different de combination of traumatisme. emotions C'est, that's out c'est vraiment un autre in the monde. vast majority of units. Mais ce n'est pas So, la majorité des unités. so that's what I know. I know that acute care has done more, Donc, je especially sais in que les centers of soins, acute care. Different regions in the country are doing some il things. il y a des choses qui se In passent terms pas of mal, notamment en experience and pédiatrie staff pour across the whole les soins body, I aigus. think probably there are relatively few and they are concentrated in those kinds of places. Mais bon, je ne peux pas en parler de façon plus générale. I think we have time for maybe two more Alors, on a quick peut-être encore questions. le temps pour deux dernières questions rapides, Is that you j'espère. attempt to identify Est-ce que votre étude a organizational essayé practices strategies d'identifier that les best causes practices profondes de in la dépression, organizations de of long-term care? l'anxiété dans vos I think it's a populations breathing study. No, we did not. pour l'étude de I mean, I respiration? can tell you the same things everybody knows about what some of the causes of the stress are, Oui, but alors je pourrais vous dire, hein, vous parlez des causes the de stress, process des that choses que tout le monde sait, mais people pendant la pandémie, il y a eu des causes additionnelles, uniques, found et on les some causes les plus studies profondes que j'ai entendues de la part des personnels was qu'on the interviewait, extreme isolation c'était l'isolation extrême having to watch people et not be able to give the care you ne you pas need pouvoir donner les changes in soins your body, nécessaires, voir les gens mourir seuls, devoir gérer les familles. Il y avait panic, plein d'autres choses hein, pendant la anxiety, pandémie qui étaient liées à la peur, à not knowing how to l'anxiété, protect ne themselves pas from savoir being comment se adverse protéger au départ. so a Mais real cette motivation to try some isolation practices we put in euh, place. très sévère Unfortunately, hein, less liée aux than mesures qui ont été prises, ça a été une des grandes $1,000,000 leçons qui est ressortie de la in working pandémie. in J'espère qu'on n'aura pas à revivre ça, mais on n'a pas fait so ça aux enfants, en tout cas. On l'a pas fait de la même façon. I mean, I understand we were all Je scared comprends bien to sûr have qu'on avait things tous switch on peur Mars et qu'on a réagi de came at us, façon and très sometimes they lasted for rude, years. And parfois we trop had rude, incidences of patients mais on a running eu des incidences in one où room, les résidents essentially solitary confinement for 3 or 4 months on end. And you know what happens to qui ne a voyaient sick person with too much personne going pendant for 3 ou months. So 4 that's mois et qui sont restés au lit during the pendant tout pandemic ce is one of temps-là. the hardest things Ça a in été une des choses les civil plus society dures. for them. Et, They et couldn't grieve, they couldn't process. et puis le fait que les gens ne pouvaient It pas was faire leur deuil, the interviews we did in les 2021. familles ne pouvaient pas faire I leur wouldn't deuil. want to be part of anything like that again. It was so heartbreaking. It was Et so hard. les personnels nous ont dit que c'était des moments extrêmement difficiles. Can only imagine. On ne peut So qu'imaginer, just to effectivement. end, I think the last Et quick answer maybe, and we did get lots of euh, comments about on a eu workload beaucoup de and commentaires sur la organizations charge de travail, effectively looking at how comment organizations and I guess long-term care organizations. So I'm les, not going to ask you to answer that les question, organisations but maybe pouvaient changer ça. Je ne vais pas last vous one is what are demander de the répondre à cette alternatives question. physical or Vous en avez déjà behavioral parlé, interventions mais to on nous reduce demande workload in the healthcare s'il y a des workforce? interventions And on a ergonomiques personal hein, qui pourraient I réduire la think charge de some, travail. Oui, il y a un I certain know nombre de that choses qui existent. it's not enough to change things.
Je ne pense pas que ça puisse vraiment changer les Because if you choses. think about Si health, physical health, and on behavioral pense health, à la it's santé physique, often notamment, il est évident maximized. qu'il faut If everybody maximiser here can't ce just, domaine. if we Et could à chaque fois que spend je peux, je dis, si more on money on dépensait de l'argent be the most important thing we could do to prevent euh, future falls, but it's justement expensive. sur la prévention des It's too chutes, important to spend that money on on s- preventative ça nous aiderait, mais je sais yeah, it's que l'argent n'est definitely pas toujours true. disponible. Mais oui, And absolument, we're c'est investing important. on it too, but Ce ne we serait need to pas invest peut-être in la it so première that we chose à can have appliquer, mais si on me demandait quelles sont les 10 choses à excellent faire, qualities as j'en to parlerai effectivement, hein. Il y aurait but let's not les priorités d'abord, mais just like you can't forget recreational therapy either. l'ergonomie, bien sûr, la thérapie récréationnelle Most egregious things I également, think I've heard across the country qui est for within intéressante. that particular part of the workforce because it's so important for social things, Et c'est très important également relationships and meaning and enjoying your life a little bit. pour redonner du sens hein, So, et recréer du lien. I think that's all the time we have for Bon, that. je pense que notre We have a few temps minutes left. est I think there's écoulé. lots of Il y a plein de questions dans le clavardage, plein de just acknowledging commentaires that positifs everybody's talking about et isolation effectivement des gens qui vous remercient d'avoir parlé notamment de sound l'expérience effects d'isolement in the long-term des care personnels, des patients and particularly dans les so soins longue I durée, just want to notamment say pendant la thank you pandémie. so Je voudrais vous much remercier to our très audience and sincèrement, remercier everyone notre who auditoire pour in the discussion les and the questions excellentes and questions, also l'excellente important to discussion qui Esther s'est Brooks tenue. for the Et puis, wonderful merci à vous, work that docteur her team has done. Estabrook, pour cette présentation préparée par votre équipe, That can be qui done. nous donne des exemples tangibles de ce que l'on peut So faire pour we really aider au appreciate your bien-être. feedback. Let Donc, us know nous serons ravis around this d'avoir session votre how you retour afin de savoir si vous avez see trouvé on the cette screen session if you have utile. Sur already votre écran, a few vous polling allez voir questions. un We'd love to questionnaire. just answer those and Si vous let's avez not le temps gender d'y a reminder répondre, that's et la not question sur le optional. genre est All optionnelle. questions are optional except Toutes les specific questions sont optionnelles, bien sûr, mais celle-ci that you answer that question. particulièrement Our euh, next webinar will est be optionnelle. October 18th. Notre prochain So if you want to just webinaire remind sera le you, that's 18 going to be octobre à our discussion midi with the heure de CSA l'Est group regarding the recent sur les normes du CSA long-term care et les impact infection standards prevention. de prévention et de Once again, contrôle I want to des thank all of infections. you, Dr. Une fois Estabrook, encore, je vous remercie tous. Merci au docteur and Estabrook pour that's cette it. présentation See you aujourd'hui soon. Have a great day. et à bientôt. Très bonne journée.